Voilà comment s'écrit l'histoire. Malgré la répression et les barrages de police, 30 000 militants ont mis leur corps sur la ligne parce que ce qui se joue ici, c'est un choix entre deux modèles d'agriculture et l'un des deux s'accapare l'eau. Drop it. C'est la bataille contre les méga-bassines. Bienvenue dans la guerre de l'eau. Je suis dans les alentours de Niort, où 16 méga-bassines sont en train d'être creusées. Si stocker de l'eau pour faire face aux sécheresses peut sembler une bonne idée, je vais vous montrer pourquoi elles amplifient en réalité les pénuries d'eau à venir. C'est parti. La France a connu un record de 32 jours consécutifs sans une seule goutte de pluie. Un record stressant. Résultat, le niveau des réserves phréatiques du pays est inférieur à la normale pour 80% d'entre elles. Vous avez quand même dans 32 départements des nappes phréatiques qui sont à un niveau très bas. 20 départements. C'est là, on est au niveau du mois d'août en fait. Exactement. Pas assez d'eau dans les nappes en hiver, c'est la certitude de restriction d'eau cet été. Nos 2 prochains étés qui devraient battre des records de chaleur à cause du retour du phénomène El Niño. Bref, la sécheresse aggravée par le réchauffement climatique, lui-même causé par nos émissions de gaz à effet de serre, pose un problème à l'ensemble du vivant, à la faune, à la flore et aussi à nous, à notre agriculture. On est sur de la terre complètement sèche, complètement desséchée, donc c'est impossible de faire germer des graines dans des conditions comme ça. Au niveau européen, les pertes agricoles liées aux vagues de chaleur et aux sécheresses ont triplé au cours des 5 dernières décennies. On en était déjà à 7% de pertes entre 1991 et 2015. On a des récoltes qui sont catastrophiques. Mais rassurez-vous, pour limiter les pertes, l'agro-industrie a trouvé la solution. La méga-bassine, un réservoir d'eau artificiel, plastifié et imperméable qui s'étend sur 8 à 18 hectares, l'outil parfait pour stocker de l'eau en surface. Ah bah oui, pour récupérer l'eau de pluie quand elle tombe. Non, ça c'est un mythe en fait. Tous les bassins, retenues, lacs récupèrent l'eau de ruissellement. Pas l'eau de pluie qui tombe directement dedans, mais celle qui ruisselle sur tout le territoire. Mais là, ce qui est spécial avec les méga-bassines, c'est que c'est de l'eau qui est directement pompée dans des nappes phréatiques de surface. Oula, mais les nappes elles sont à sec. C'est bien pour ça que la réglementation impose de réduire de 70% les prélèvements d'irrigation en été. D'où le prélèvement en hiver, lorsque, selon les promoteurs des bassines, il y aurait de l'eau en trop qui déborde et dévale les rivières, de l'eau gâchée. Il convient donc de sortir ce trop d'eau en surface, de manière à l'utiliser pour irriguer tout l'été sans culpabiliser. Alors force est de reconnaître que c'est déjà bien mieux que ce qu'ils faisaient avant dans les alentours de Niort par exemple. Les 16 méga-bassines en construction sont appelées réserves de substitution pour une irrigation agricole parce que l'intention c'est bel et bien de substituer, de remplacer les prélèvements qui avaient lieu en plein cœur de l'été. Dans les Deux-Sèvres, un rapport du BRGM permet aux irrigants de dire que leurs méga-bassines leur ont permis de réduire les prélèvements en été de 22 millions au début des années 2000 à 11,5 millions de mètres cubes d'eau aujourd'hui. Ce qui présente d'autres avantages très nets selon Thierry Boudot, le défenseur de ces méga-bassines, président de la COP de l'eau. L'arrêt du prélèvement l'été fait des remontées de nappes de 1 à 4 mètres et on a des débits de rivière qui augmentent jusqu'à 30-40%. Par rapport à une situation initiale où on ferait ce prélèvement. On enlève la concurrence avec l'eau potable, notamment sur l'alimentation de la ville de Niort. Et bien sûr, on a une amélioration de l'alimentation du Marais Poitevin l'été, ce qui est un des buts recherchés. En plus de la sécurité de l'agriculture. Bah écoutez, c'est merveilleux. Bah c'est la fin de cette vidéo, alors merci de l'avoir regardé. Mais non, pas du tout. Tout ce que ça dit, c'est que prélever de l'eau en été, c'était de la merde. Mais ce que ça dit pas, c'est que la prélever en hiver et la mettre en surface pose plein d'autres problèmes. D'abord, en hiver aussi, l'eau vient à manquer, c'est bien ce qu'on vit aujourd'hui. Au point qu'il va être difficile de remplir leur bassine, elle risque même d'être vide 2 années sur 10. Mais vous imaginez bien que si l'eau manque aux méga-bassines, mais elle manque à tout l'écosystème. On est là dans une tourbière où le sol s'est complètement minéralisé. L'État a attribué des volumes aux agriculteurs bien supérieurs à ce que peut fournir le milieu. Et depuis les années 80, cette tourbière est systématiquement, tous les ans, asséchée, si bien que tout le sol descend. Il y a 30 ans, le sol était là. Les prairies elles-mêmes descendent, et donc si on veut continuer le cultiver dessus, il faut continuer d'évacuer l'eau en approfondissant un peu plus chaque année tous les réseaux de fossés. C'est comme ça qu'on assèche les zones humides. Et je me dis ici, il doit y avoir aussi toute une biodiversité, il doit y avoir une faune, une flore. Au niveau des roseaux, des végétaux, on avait des choses assez exceptionnelles qui étaient rares, je dis qui étaient.
puisque au niveau des libellules, au niveau des insectes, au niveau des papillons, on voit un effondrement des populations. Dans la mesure où le milieu est asséché, eh bien, la diversité s'effondre. Ensuite, les méga-bassines entraînent une dégradation de la qualité de l'eau. L'eau qui stagne au lieu d'être en mouvement développe des micro-organismes et des algues qui la rendent impropre à la consommation. Elle est plus potable alors qu'elle l'était avant. Et surtout, elle s'évapore bien plus que si elle était restée dans le sol, ce qui réduit encore la quantité d'eau disponible. La quantité d'eau évaporée, en fait, elle est proportionnelle à la surface de la bassine. Mais alors pire que ça, c'est que ce prélèvement en hiver ne signifie pas un abandon du prélèvement en été, juste sa réduction. Ce qui veut dire qu'au total, sur toute l'année, c'est plus d'eau qui est prélevée avec que sans bassine. Rien que pour alimenter la méga-bassine, il faut 18 km de canaux d'alimentation. C'est pour ça que les militants appellent ça la pieuvre. Et vous vous rappelez le rapport du BRGM sur lequel le promoteur des bassines s'appuie? Il a été considéré par le BRGM lui-même comme insuffisant pour justifier les méga-bassines, entre autres parce qu'il ne prend pas en compte les évolutions climatiques. Or, c'est important. Dans un monde à 4 degrés, c'est possiblement 9 ans de sécheresse continue. Donc oui, c'est une évolution à prendre en compte. Et on attend encore une étude scientifique qui vienne montrer, prouver que ces bassines pourraient avoir un impact positif. Et on attend bien évidemment l'étude d'impact exhaustive qui prendrait en compte tous les impacts négatifs possibles de ces bassines. Ces bassines, elles sont remplies en hiver. Ils partent du principe qu'on aura toujours une recharge des nappes. Alors que la pluviométrie à long terme, à 6 mois, est quelque chose de très difficile à estimer, et particulièrement la pluviométrie en hiver. Impossible donc d'être sûr que l'on pourra remplir ou non les bassines en hiver. Il vaudrait mieux que la sécurité de l'agriculture repose sur autre chose. Sur la pluie, par exemple, j'ai entendu le ministre de l'Agriculture dire ceci. L'eau qui rentre dans les nappes, c'est l'eau quand elle tombe tranquillement, si je peux dire. Quand il tombe 100 mm, comme il est arrivé, y compris dans des territoires qui n'y étaient pas habitués, en une demi-journée, cette eau-là, elle file directement à la mer. Donc cette eau-là, elle ne vient pas remplir les nappes. Donc il faut prélever ce que sont les éclats d'eau, ce qu'on appelle les éclats d'eau, les excès d'eau. Des excès d'eau. C'est curieux. Parce qu'en fait, pour stocker un tout petit peu de ces fortes pluies, il faudrait que les réservoirs soient vides au moment de la pluie. Ce qui n'est pas du tout le plan pour les méga-bassines. Et d'ailleurs, ils comptent prélever à des seuils inférieurs à ceux de débordement de la nappe. Ça va pas prévenir des inondations. Les valeurs de seuil limite sont systématiquement inférieures à la moyenne, au moins à moitié inférieures à ce qu'on appelle la quinquennale sèche, c'est-à-dire statistiquement une année sur 5, l'année qui sera la plus sèche. Donc en fait, ces seuils ils sont là pour garantir le remplissage des bassines et pas du tout pour s'assurer que les cours d'eau couleront bien et que les nappes seront bien rechargées. Alors attends, parce que je crois que tu étais sur le point de t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs enquêtes et je pense pas que tu les as déjà regardées. Et si je pousse le bouchon, j'oserais te demander un petit don sur Tipeee pour soutenir mon travail. Parce que en fait, rien que faire cette vidéo, ça m'a coûté plus de 700 €. Donc voilà, si vous voulez que je puisse continuer à en faire, un petit don, ce serait vraiment bienvenu. Bon. Je pense qu'à ce stade de la vidéo, c'est important de reconnaître qu'il y a un vrai enjeu sur l'eau. Surtout dans le sud-ouest, tous les exploitants, qu'ils soient bio, maraîchers ou grands exploitants céréaliers, tous ont besoin d'irriguer à un moment. Il faut qu'on fasse quelque chose pour mieux gérer cette ressource. Quelque chose qui bénéficiera à tout le monde, qui sera juste et équitable. Mais quand tu sors de l'eau de la nappe phréatique pour la mettre en surface, de fait, tu privatises son usage. Un groupe de personnes va décider à qui et à quoi va servir cette eau. Alors c'est qui ce groupe de personnes ? Figurez-vous que cette eau va très largement servir à irriguer les grandes cultures céréalières, comme le maïs, une culture évidemment condamnée parce que très gourmande en eau en plein cœur de l'été. Genre pour produire 1 kg de maïs, il faut 454 litres d'eau. À lui seul, le maïs engloutit près d'un quart de toute l'eau consommée en France. Du maïs que toi et moi, on ne mange pas, du maïs destiné au bétail et à l'exportation. De l'importance de manger moins de viande. Là, tu commences à voir que si ces méga-bassines assurent la sécurité de l'agriculture, en fait, elles insécurisent tout le reste. À commencer par les agriculteurs qui n'ont pas accès à ces bassines et qui pour autant cotisent pour elles. Tous les serres, il pleut pas. Pour produire du légume, il me faut de l'eau. Donc tout est irrigué, moi c'est en goutte à goutte, 90% c'est en goutte à goutte. Il y a une méga bassine qui va être construite pas loin. Ouais. Comment est-ce que ça va t'impacter toi ? Moi ma grande crainte c'est que j'ai plus d'eau dans mon puits. C'est-à-dire que si il pompe pour remplir la bassine, c'est les mêmes sources que moi. Et en fait ma crainte c'est que mon puits se tarisse. Et j'ai demandé des garanties à la COP de l'eau.
J'ai demandé des garanties, ils m'ont dit mais les garanties c'est les données scientifiques. Voilà, donc j'ai pas de garantie. Quand je les écoutais, je vois bien que pour ces exploitants céréaliers, les bassines, ça n'a absolument rien d'aberrant. Ça va leur permettre de maintenir, voire d'augmenter leur rendement, même dans des périodes de sécheresse pluriannuelle. Alors il est où le problème? Tu veux manger ou tu veux pas manger? Ouais, enfin, l'agriculture industrielle n'est pas la seule capable de nourrir tout le monde, hein. D'abord, elle est accro aux énergies fossiles et ça, on sait que ça va se tarir. Et si ses rendements sont croissants, ses besoins en pesticides et en engrais le sont tout autant. Sans parler de ses besoins en eau qui ont augmenté de 117% entre 1960 et 2019. Le problème, c'est qu'il ne change pas de schéma de production, alors que les conditions climatiques, elles, changent. Si je schématise, il y a un modèle agro-industriel complètement accro, drogué à l'irrigation, qui s'organise à grands frais pour obtenir sa dose d'eau, plutôt que de faire une cure de désintox. La sécheresse telle qu'on l'a cette année pourrait devenir la norme à l'horizon 2050. Chaque fixe, chaque méga-bassine retarde la réduction des usages et la transformation systémique, qui sont les seules mesures qui peuvent diminuer durablement la vulnérabilité de l'agriculture. Alors juste, on le dira jamais assez, mais évidemment, pour réduire l'intensité des sécheresses à venir, le truc principal à faire, c'est de réduire drastiquement et rapidement nos émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire. Des mesures de sobriété, privilégier les cultures qui nécessitent moins d'irrigation, le blé, le tournesol, le millet, les lentilles, comme le font déjà la majorité des agriculteurs en fait. C'est une minorité qui va bénéficier de ces méga-bassines. Juste 6% des agriculteurs dans les Deux-Sèvres par exemple. Toi, sur le principe, t'es pas forcément contre les bassines, mais il faut que ce soit décidé plus collectivement ce qui est fait avec cette eau. Tout à fait, il faut que ce soit décidé avec les citoyens, avec nous les paysans, ceux qui y vivons, et puis choisir un modèle d'agriculteur aussi qu'on défend, nous à la Confédération Paysanne, c'est-à-dire des petites unités, avec aussi de la vente directe. Après t'es bien joli, mais c'est pas quelques salades qui vont nourrir le monde, hein. Il vaudrait mieux un bon gros champ de maïs. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça? Pour nourrir qui déjà? Utiliser l'eau pour produire de l'alimentation pour les animaux sur place, c'est l'idéal. Nous, c'est ce qu'on défend. Il faut que ça serve à ça, l'eau. Il ne faut pas que le maïs fasse des centaines, voire des milliers de kilomètres. Le modèle d'agriculture qu'on défend, c'est pour refaire vivre nos campagnes. Ce qui est très intéressant, c'est que tous les exploitants, même ceux qui ont recours à ces méga-bassines, savent qu'ils vont devoir évoluer. Ils font d'ailleurs tout un pataquès autour de leur protocole d'accord qui conditionne l'accès à l'eau à un changement de pratique agricole, planter plus de haies, passer au bio, réduire les pesticides. Mais dans les faits, ça n'avance pas en fait. Ils n'arrivent pas à faire changer ces agriculteurs. C'est un engagement qui est d'abord volontaire, non contraignant. Ils s'étaient engagés à réduire les pesticides, mais il n'y a que 2 exploitants qui sont d'accord pour le faire. Donc non seulement l'accord n'est pas respecté, mais en plus la Chambre d'agriculture s'est organisée pour le vider de tout son contenu, au point que les assos environnementales qui étaient dans l'accord ont claqué la porte. Non, c'est vraiment la perfusion d'un système à bout de souffle. C'est une solution court-termiste qui aggrave le problème à long terme. Et du coup, c'est largement subventionné par l'État. Et oui, parce que ça coûte très cher tout ça, entre 2 et 3 millions la méga-bassine. À quoi s'ajoute 400 000 € pour sécuriser le site, ce serait pas rentable normalement d'en construire. Mais vu que c'est l'État qui régale à 60% du projet, les méga-bassines peuvent tranquillement se multiplier partout en France. Cet argent public, il vient de l'ensemble des citoyens qui cotisent via les agences de l'eau sur nos factures d'eau. C'est toi et moi, les contribuables, qui payons pour ces infrastructures. Là, vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a plusieurs recours juridiques qui ont été déposés. Le tribunal de Poitiers a d'ailleurs déclaré non conforme 9 des 16 bassines prévues, mais a bien validé les 7 autres retenues et l'étude d'impact qui soutient leur développement. Un autre recours est en cours contre la construction de 30 bassines dans la Vienne à horizon 2026, capables de stocker jusqu'à 9 millions de mètres cubes d'eau. De toute façon, même dans le camp des agriculteurs, ça fait pas l'unanimité. Parmi les institutions qui hésitent à signer, la Chambre d'agriculture elle-même. Elle estime que seulement 150 agriculteurs bénéficieraient de ces retenues de substitution sur les 2300 exploitants du département. On ne voit pas de notion réelle de partage au sein de ce protocole de l'eau et on sait vis-à-vis des évolutions climatiques, aujourd'hui et encore plus demain, que l'ensemble des agriculteurs auront besoin de l'eau sur le territoire et ce protocole ne tend pas vers un partage de l'eau pour l'ensemble de la profession. L'État a renouvelé son soutien aux bassines en général. Bref, les bassines ont encore un bel avenir devant eux si rien n'est fait.
C'est sans compter la détermination du collectif Bassines Non Merci, qui persuadés que l'avenir et la justice vont leur donner raison, que les méga-bassines vont à terme être interdites, font tout pour empêcher le démarrage concret des chantiers en menant des actions tout azimut, conférences, recours en justice, rassemblements et actions de masse. Je suis à Sainte-Soline où 30 000 militants se sont retrouvés pour dire de la manière la plus claire possible que l'eau c'est pour tous et qu'elle doit rester dans les nappes phréatiques. Les tracteurs ont bataillé toute une journée avec le déploiement démesuré de gendarmes. Ils ont risqué gros pour réussir à accéder au camp de base. La préfète est vraiment en PLS là, ça sert à rien les hélicos, tout ça. Ils savent pas tenir leur pont, franchement. Ils sont là! Ils sont là, putain, il y en a qui sont venus de loin, il y a le Nico Géraud qui est devant, qui arrive du Jura, c'est incroyable. Ah, c'est beau! C'est magnifique. Leur détermination délivre un message on ne peut plus clair. C'est bien les paysans et le peuple contre l'agro-industrie. C'est un symbole très fort et les camarades de la Confédération paysanne ils jouent un rôle tellement important. Les bassines, c'est juste la brèche dans laquelle on va s'engouffrer pour mettre à mal et pour faire tomber l'agro-industrie. Cette lutte, on ne peut pas la perdre. Demain, c'est gagné. Ok, début de la deuxième journée de mobilisation, c'est le temps fort. Il y a 3 groupes qui partent dans des directions différentes. Ça va être très compliqué pour les forces de l'ordre de nous empêcher de passer. Le compteur ne cesse d'augmenter parce que les gens arrivent de partout. On serait maintenant 25 000 personnes. L'énergie! Ça y est, la charge est lancée. Ça pique! La stratégie c'est donc de saturer l'espace de gaz lacrymogène, mais le vent est avec nous. La bassine est juste là. Je peux pas m'empêcher de trouver qu'il y a vraiment quelque chose d'absurde dans un tel déploiement de forces de l'ordre pour ne protéger qu'un trou vide. Quelque chose lui aussi financé par nos impôts, au bénéfice de seulement 6% des agriculteurs du coin qui vont irriguer des cultures qui sont évidemment condamnées. Je pense qu'on est vraiment pas loin de passer. C'est vraiment pas nécessaire tout ça. C'est vraiment la préfète, l'État qui a décidé de protéger ce trou. Alors que nous, on voulait juste y aller pour dire qu'on s'y oppose. C'est la guerre. Qu'est-ce qu'ils craignent? Qu'on allait le reboucher avec nos petites mains, c'est ça? Absurde. C'est eux qui décident toute cette violence. C'est eux qui mènent la guerre. Et j'ai entendu un des tracteurs qui disait la guerre de l'eau a commencé. C'est ça un peu qui se joue aussi en ce moment. J'en sais rien des termes, la guerre, pas la guerre, ça c'est vraiment... Il y a un conflit sur l'eau qui ne se réglera que quand le gouvernement aura entendu qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à l'eau et que c'est pas possible de gérer l'eau comme ça. Donc les termes guerriers, on va les laisser à Darmanin et sa bande. Nous on est là, on est pour la paix de l'eau, très clairement, très clairement. 2 lettres ouvertes sont envoyées avec 24 collectifs, jamais une réponse. Et voilà, le climat est toujours pas apaisé, le moratoire, il est toujours pas obtenu. Et ils se permettent de dire que ce qu'ils veulent, c'est le dialogue, pouvoir parler quoi. Derrière moi, il y a les quads qui sont en train de balancer du gaz lacrymo sur une foule qui était très calme. C'est pas comme ça qu'on fait la paix, hein. Le cortège jaune est entré dans l'enceinte du chantier, mais au moins des dizaines de personnes ont été gravement blessées parmi les manifestants. Il y a au moins 3 personnes qui sont en urgence vitale, plein de fractures ouvertes et énormément de tirs de grenades au niveau de la tête. Alors est-ce que ça a marché ou ça a pas marché? Bah ça dépend de votre point de vue. L'objectif c'est de montrer qu'en fait, à chaque fois on est capable d'arrêter le chantier, que jamais ils pourront aller au bout, que s'ils recommencent, on va revenir encore et encore et encore, et qu'en fait ils vont jamais s'en sortir, il faut qu'ils lâchent l'affaire. Je crois que le rapport de force, il a été démontré. On voit qui protège quoi. À vous de vous faire votre propre opinion. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. S'il vous plaît, partagez-la pour que ce mouvement grandisse.